avancer, même si des fois c'est moi qui pense qu'il dit des conneries. Voilà. Alors, Eh bien, bonjour et merci d'être là cet après-midi pour échanger. Je vais donc essayer de laisser effectivement le temps un peu de respirer, d'intervenir, de débattre. Peut-être, si vous le permettez, avant même les mots traditionnels, sincères et traditionnels à la fois, dire que je ne peux pas commencer cet après-midi à prendre la parole sans avoir une pensée pour quelqu'un qui vient de mourir, qui est Jean Moury, qui, comme vous le savez, a été un promoteur non seulement de la psychothérapie institutionnelle, mais d'une certaine conception de la psychanalyse à l'institution avec des patients dits psychotiques, puisque, comme vous le savez, il a fondé la clinique de la mort. Donc je tenais avant toute chose vous transmettre justement cette information si vous ne l'aviez pas, et vous dire en tout cas nous avions une pensée pour lui. Alors, je suis toujours très heureux d'être reçu et accueilli dans cette magnifique librairie, et de manière aussi chaleureuse, et par mon ami Claude Chauder. Alors, je parlerai pas du maître, parce que je pense que parler de maître, c'est manquer de mesure, comme dirait l'autre. Et effectivement, je me méfie beaucoup de ce type de qualificatif qui m'ont dit ne veut pas dire grand-chose, parce que je pense que ce qu'on peut être le mieux pour quelqu'un, c'est un compagnon de vérité, comme disait Barthes, s'il parle justement, si vous voulez, des auteurs qui ont rencontré moi. Par rapport peut-être à ce que tu as dit, je vais pas tout de suite dans le propos, par rapport à ce que tu as dit concernant le directeur d'hôpital qui était intervenu la dernière fois, je ne l'ai pas entendu comme étant une critique où il dirait que je dis des conneries, ce qui pourrait tout à fait marier d'ailleurs de temps à autre, je pense, j'espère pas tout le temps, qui contestait le fait que les emprunts toxiques avaient hypothéqué très sérieusement le budget des hôpitaux et l'avenir des hôpitaux. Alors depuis, je lui ai fait parvenir des éléments là-dessus, puisque, pour le dire tout à fait officiellement, le président de la science publique de Marseille, notamment, a écrit aux médecins hospitaliers pour leur informer qu'il y avait un problème majeur avec ce budget, avec ces emprunts, et que cela aurait des répercussions sur les dotations diverses et variées aux services, voire, ce qui paraît en rire, voire en rémunération des médecins et des soignants. Voilà, donc cette information, je pense que c'est dans le débat. Moi, je ne suis pas, encore une fois, plus royaliste que le roi, mais je crois qu'il y a un problème majeur, et je crois que c'est intéressant de son débat. Je crois que c'est un petit peu ce que j'ai dit avant-hier, où j'étais invité au ministère des Finances tout à fait, dans un colloque sur le New Public Management. Je leur ai dit, mais les indicateurs, les chiffres, c'est pas le dire. Le problème, c'est que les chiffres doivent nous permettre de parler, ils ne vont pas nous faire taire. Donc je crois que c'est pas important. Alors, bon, je viens à mon propos. Si vous voulez, pour le dire simplement, il faut dire renoncer à la liberté pour être heureux. C'est presque un sujet de bac. On est à un mois du bac, ça pourrait devenir encore un sujet de philosophie, et ça a des limites, bien sûr, de cette formulation. Ce qui me paraît important, c'est de savoir ce qu'on entend aujourd'hui par liberté. Et notamment parce que, comme ça le voit, ça a énormément pesé dans, je dirais, le destin des différentes révolutions, des différents moments d'émancipation, notamment à la fin du XVIIIe siècle. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on peut, comme cela semble quand même être un peu le cas dans notre société, est-ce qu'on peut prescrire le bonheur? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour être heureux? Est-ce qu'on peut, parce que finalement, quand on parle, alors là je fais un clin d'œil à d'autres bouquins précédents, mais quand on parle de médicalisation de l'existence, quand on parle de santé autoritaire, ou quand on parle, si vous voulez, de normalisation, effectivement, ce dont il était question dans les différents ouvrages précédents, c'est quand même cette idée qu'au nom de la santé, au nom du bien-être des individus, on peut leur dire comment ils doivent se comporter pour bien se porter. Donc c'est quand même toute cette question, une sorte de prescription de bonheur sur ordonnance, si vous voulez.
Alors, ça paraît d'autant plus surprenant qu'à rappeler, par exemple, Nosati Pazar, vous savez Camus, ce que Camus évoque le bonheur, c'est que pour Camus d'ailleurs, le bonheur et l'absurde sont les deux fils de la même terre. C'est-à-dire qu'effectivement, face au silence du monde, l'homme est condamné à assumer, en quelque sorte, cette condition d'autorité du monde sans en même temps renoncer, pourrait-on dire, à son humanité. Pour Camus, quand il évoque le bonheur, c'est quoi? C'est une sensation, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'esthésie, de l'esthétique, de l'esthésie, notamment d'une harmonie avec soi-même et d'une harmonie avec la nature. Il suffit de lire les pages de Nosati Pazar pour se rendre compte de cette dimension où finalement le bonheur est dans tous les sens, c'est-à-dire au sens érotique du terme. Et c'est en même temps, comme il le dit c'est être en accord avec soi-même. Donc vous voyez, pour commencer un peu, on n'est pas encore tout à fait en tout cas, mais pour commencer un petit peu, si vous voulez, à introduire cette question, aujourd'hui, je pense que nous sommes avec les normes, les dispositifs de normalisation, dans des systèmes de contraintes et qui finalement aboutissent, pourrait-on dire, à inverser le sens même des mots que l'on met en avant. Il s'agit de la liberté, il s'agit de l'égalité, qu'il s'agit de la transparence ou qu'il s'agit du bonheur. Et paradoxalement, on a mis à prescrire le bonheur, ce qui est un oxymore, c'est une association de termes contradictoires. Et là, il y a vraiment, vous l'avez compris, c'est pas une aberration. Alors, on va essayer de voir ensemble d'où ça vient. C'est un petit peu la généalogie de cette contradiction des termes, c'est-à-dire finalement quelque chose qui serait de l'ordre de trouver, et ce terme, je dois le retenir parce qu'il est très important pour moi, de trouver des techniques du bonheur. Il n'oublie pas d'être heureux. C'est ça, tout ce qui est épanouissement personnel, etc. Bon. Donc des techniques de bonheur. Et c'est très important parce que ces techniques de bonheur, c'est une espèce de technicisation justement de l'intime qui véritablement est une marchandisation aussi de la vie privée et du vivant. Alors d'abord, il faut quand même rappeler des choses tout à fait banales. Hein. Quand j'aurai 10 minutes, tu me diras, j'allais dans le gras du texte, mais c'est pas la chose tout à fait banale. D'abord, c'est que, si vous voulez, le bonheur, ça a toujours fait l'objet de la réflexion philosophique. Il ne dit pas de soi que on ne voit pas très bien à quoi servirait la réflexion, la pensée, la philosophie, si elle devait déboucher sur autre chose que sur le bonheur. C'est vraiment l'objet même de la philosophie. Je vous rappelle cette phrase, cette écriture que j'aime bien, vide est l'illusion du philosophe s'il ne guérit la maladie de l'âme. Donc en gros, si vous philosophez pour philosopher, c'est-à-dire finalement sans que ce soit en quelque sorte par recherche du bonheur, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a on va y revenir, il y a ce souci de soi dans la culture antique, et quand Aristote, par exemple, si vous voulez, dans l'éthique à Nicomaque, évoque la question du bonheur, c'est-à-dire l'accroissement fils, qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? En gros, le bonheur, c'est le souffle à la pierre. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et on va voir qu'est-ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, pour Aristote, pour avancer à l'antique, vous allez voir la différence par rapport à ce qui se produit au 19e, pour aller vite, là je vais vraiment très vite. Le bonheur, c'est d'abord et avant tout le bonheur de l'homme libre qui a le temps de la réflexion philosophique et qui le prépare à reconnaître la finitude de la vie, c'est-à-dire la condition d'être mortel, pour pouvoir pleinement profiter de la substance même de la vie. Donc oui, c'est un point très important. Ça va très loin, parce que chez Aristote, par exemple, il considère qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'esclave heureux. Vous verrez, je ne sais pas si c'est évident. On va y revenir. Pourquoi? Donc, si vous plaît, seule la dignité humaine, elle peut donner cette liberté qui s'avère elle-même coextensive au bonheur. Il y a cette phrase qui est terrible, quand même, chez Aristote, l'esclave n'est rien d'autre qu'un instrument animé. Alors, vous réfléchissez 30 secondes. Qu'est-ce que demande le capitalisme? Qu'est-ce que demande le productivisme? Si ce n'est d'avoir des humains qui soient des instruments animés et qui répondent effectivement aux exigences des fonctions que l'on attend. Je ne vais pas reparler, j'en ai longuement parlé, je crois, la dernière fois, parce qu'à force de voyager dans une ville et l'autre, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, c'est ce que j'ai dit à l'autre, mais la proletarisation de l'existence humaine, c'est ça.
savoir-faire, le savoir-être de l'artisan, se trouve confisqué par les exigences de la machine, qui lui prescrivent, de manière rationnelle mais très fragmentée, les actes qui doivent accomplir. À partir de ce moment-là, tout se passe comme si le lieu de la décision se transférait de l'être même de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine. Et, comme le dit Sigmund Freud, on se résigne à nourrir les autres pour qu'ils servent les machines. Donc la véritable prolétarisation est là. Ce n'est pas seulement les conditions matérielles, ce n'est pas seulement la misère, c'est aussi quelque chose qui est la dépossession d'un savoir et d'un savoir-être. Oui, je fais juste ce point parce que vous allez comprendre pourquoi ensuite on va proposer des techniques de bonheur en compensation de la privation essentielle de ce qui est le bonheur, c'est-à-dire la liberté et le partage sensible avec autrui. Et on verra que c'est ça qui va faire. Donc, si vous voulez, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que cette question du bonheur dans la culture antique, dans la philosophie antique, elle est indissociable et de la question de la liberté et de la question de la dignité. Alors, ça va très loin, vous savez, parce que vous avez réagi quand j'ai parlé de l'aspect amoureux, mais ça va très loin parce que, par exemple, Aristote va même contester que l'on puisse sérieusement être libre et donc être dans la dignité, je dirais, du citoyen, si on est commerçant ou artisan parce qu'on est intéressé aux affaires. Ça va très loin. Non, je vous donne ma position personnelle. Je vous donne la position d'Aristote, c'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir du temps libéré, du temps libre, ce temps libre comme ça de nous occuper. Il faut le voir, ça aussi. Le temps libre, comme ça de nous occuper. Le temps libéré, c'est pas pareil. Le temps libéré, c'est peut-être ce qui a soutenu un temps, je dirais, les utopies comme l'expression populaire de le temps libéré. Le temps libéré, c'est le temps libéré pour se consacrer à une réflexion philosophique concernant, encore une fois, ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire l'assomption de la finitude de la vie, c'est-à-dire la condition d'être mortel. Et on le retrouve, c'est massif chez les stoïciens, comme vous savez, c'est ce qui va permettre justement d'éviter, pour tenter la France, grands éléments qui sont posés, à savoir qu'il n'y a pas à craindre la mort, parce que tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas ce que c'est, donc on va en souffrir, et quand on y est, on n'y est plus, donc on n'a pas non plus à en souffrir. Donc ça débouche à quelque chose qui s'appelle l'ataraxie du côté des stoïciens, c'est-à-dire l'absence, si vous voulez, de troubles, de souffrance, etc. Donc, ceci pour dire, j'insiste un peu lourdement, mais qu'il y a vraiment une réflexion très profonde de la culture antique, gréco-romaine, du côté de ce que Foucault appellera la technologie du choix, pour les lignes, culture du choix, souci du choix, sur le bonheur. Et ça va être complètement oublié, si vous voulez, on dira refoulé le mot un peu grossier, mais avec le 19e, 18e, 19e, je sais, c'est-à-dire que, en tout cas, sans passer en revue l'Épicure, les stoïciens, etc., même Saint-Augustin, encore, il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de le bonheur a une dimension spirituelle qui implique la liberté et qui implique autrui. Et on verra que ce sont ces deux éléments, la liberté et autrui, qui sont d'ailleurs indissociables, on parlera tout à l'heure, qui vont progressivement chuter, qui vont progressivement tomber, et qui aboutit effectivement à aujourd'hui une espèce de programme de manière de se comporter pour être heureux. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, cette substance spirituelle du bonheur, elle se trouvait en quelque sorte éradiquée, supprimée ou effacée par le bonheur des jouissances matérielles. Donc, déjà, au XIXe siècle, de Tocqueville nous parlait, je vous donne cette citation, je pense qu'elle vaut la peine, les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément les jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés comme hors d'eux-mêmes à la vue de ces biens nouveaux qu'ils ont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de la fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous.
L'exercice de leur devoir politique leur paraît en contretemps fâcheux, qui les distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idée grossière, et pour mieux veiller ce qu'ils n'ont pas à faire, ils négligent la principale, qui est de rester même d'eux-mêmes. Qui est de rester maître d'eux-mêmes. Vous voyez, on a là, on est au milieu du 19e, avec le Tocqueville, c'est de la démocratie en Amérique, on a là un point majeur qui va, encore une fois, de devenir essentiel dans cette société technique, bien sûr, qui va être celle du 20e. Vous voyez, c'est-à-dire que, en gros, à un moment donné, le bonheur, alors qu'il était posé dans la culture, encore une fois, dans la culture antique, comme ayant cette dimension de dignité, de liberté, de partage avec autrui, de réflexion sur la finitude de la vie et sur la mort, le bonheur devient quelque chose qui est l'ordre de jouir de ses biens, l'ordre de la jouissance matérielle. Alors, entre-temps, je vais faire des allers-retours au niveau de l'histoire comme ça, c'est pas grave, enfin j'espère. Entre-temps, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle d'abord le christianisme. Le bonheur, il est dans l'au-delà. Donc le bonheur, c'est en quelque sorte la fusion, alors c'est Saint-Augustin, c'est la fusion, si vous voulez, qu'on connaît du mystique, la béatitude avec Dieu. Et puis il y a autre chose, cette autre chose, c'est les lumières, c'est-à-dire à partir du moment où, en quelque sorte, c'est l'impératif conscient, l'impératif moral, l'impératif philosophique, sort de ton état de minorité, émancipe-toi, et finalement, ne te fie qu'à ta raison critique. Donc à partir de ce moment-là, c'est très simple, ça n'est plus Dieu qui distribue les places, ça n'est plus Dieu, ça n'est plus la providence, si vous voulez, qui garantit la légitimité des inégalités ou la légitimité des places de chacun, c'est finalement chacun qui est responsable de son sort. En gros, si vous voulez, c'est un point extrêmement important. C'est un point extrêmement important dans la mesure où ce que vous vivez sur terre ne vous est pas attribué à la grâce ou au malheur de Dieu. Ce que vous vivez sur terre, c'est en gros de votre responsabilité. C'est un point absolument essentiel, puisque du coup, le bonheur il est plus dans l'au-delà, plus le paradis. Le paradis, il y a notre monde, disait Paul Éluard, mais il est sur terre, il est dans celui-ci. Et donc cette idée-là, vous voyez, et donc s'il est dans celui-ci, et qu'en plus, ça n'est pas la providence qui décide, c'est vous êtes responsable de votre sort. Vous êtes responsable, si vous voulez, de ce qui vous arrive. Et là, c'est un point essentiel, c'est la fin du XVIIIe siècle, et ça va être un moment où, comme dit Saint-Just, le bonheur est une idée neuve à l'Europe. Le bonheur est une idée neuve à l'Europe. Le bonheur va devenir un facteur de la politique. Et donc, vous voyez, on passe à la fin du XVIIIe, n'est-ce pas? On passe à notre régime de bonheur, si j'ose dire. Je reprends le terme de régime, au sens où Foucault parlait de régime de vérité. On est dans un autre régime de bonheur, là. On est dans le régime d'un bonheur qui est, en quelque sorte, le bonheur commun. Et vous réagissiez tout à l'heure, le bonheur commun, c'est le bonheur politique, c'est-à-dire la liberté. Il y a la liberté politique. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, le but de la société, comme il m'a laissé peu de temps, si j'ose dire, je vais vous commenter le contrat social de Rousseau, sinon j'en aurai grand plaisir, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, le but de la société, c'est le bonheur commun, comme l'affirme Saint-Just, Robespierre, etc. Et c'est le premier article de la Déclaration de droits de l'homme et de citoyen de 1793. Et avant, on avait même dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, qui plaçait le droit au bonheur, tenez-vous bien, comme un des droits inaliénables. Un des droits inaliénables. C'est-à-dire au même titre que le droit à la vie ou le droit à la liberté. Alors, c'est là encore une fois où il faut bien s'entendre sur qu'est-ce que c'est que ce droit au bonheur. Le message des Lumières, je vous l'ai dit, sort de l'état de minorité, émancipe autour de la tutelle des autorités religieuses et politiques,
fie-toi à ta raison critique et à l'avoir ressenti, ce message de lumière. Il prescrit donc aux citoyens libres le devoir de participer, de contribuer à son bonheur et au bonheur commun. Donc c'est pas une prescription au sens de mode d'emploi, au sens des techniques de psychologie positive ou autre pour être heureux, c'est pas ça. Il lui dit en gros, puisque tu es responsable de ton sort, eh bien, c'est à toi de le construire et de le construire politiquement avec l'autre. Et c'est ce point qui va être essentiel dans mon propos, ce que j'ai essayé de montrer dans le bouquin, si vous voulez, c'est que le bonheur est là, tout à fait consubstantiel à la liberté politique, qui n'est pas simplement la liberté que donne l'État ou que donne la société, c'est pas ça. C'est la liberté au sens premier du terme. Vous connaissez la distinction que faisait Benjamin Constant. La liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est la liberté qui en même temps le devoir de participer à la construction de l'espace politique de la cité. Donc c'est une liberté publique. C'est ça le bonheur commun. La liberté des modernes, dit Benjamin Constant, c'est la liberté du sujet entrepreneur lui-même, pour parler comme Foucault, du sujet individualiste, d'une société qui n'est rien d'autre qu'une association de copropriétaires. Vous voyez, c'est pas du tout, on l'a encore à Rousseau aussi, c'est pas du tout la même chose. L'intérêt général, construit politiquement par les citoyens, et la somme des intérêts particuliers. Donc, vous voyez, le bonheur dont il est question dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou chez les pères fondateurs de la démocratie américaine, ce bonheur-là, c'est un bonheur partagé avec autrui pour construire un espace qui soit un espace humain où s'épanouit une forme politique particulière de gouvernement qui s'appelle la démocratie. Donc vous voyez, le paradis doit être recherché sur Terre, bien sûr. L'homme doit philosopher, bien sûr, il doit libérer du temps pour penser à sa mort et pour penser aux grandes questions essentielles. Enfin, au passage, quand même, vous vous rendez bien compte que dans ces programmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui suppriment les humanités, qui suppriment l'histoire, qui suppriment la philosophie, qui réduisent leur importance, vous vous rendez bien compte de ce que cela veut dire. Ce sont des poussoteries de la liberté, de l'authentique liberté. C'est ça que ça veut dire. Ou bien si on organise votre temps libre, c'est pareil. On prépare votre temps de retraite, on prépare tout, on prépare vos obsèques, on prépare tout. Il y a là quelque chose. Vous comprenez ce que j'essaie de montrer? C'est qu'en gros, on a franchi des pas depuis, pour aller vite, la fin du XVIIIe, et toute une série de pas qui vont, en tout cas, si j'ose dire, qui montent vers le même étage, qui est celui d'une technicisation des relations sociales et d'une transformation de l'humain en animal social. Un animal social. Alors, si vous voulez vivre heureux au moment où vous avez ce message des lumières d'émancipation politique des démocraties, enfin, des révolutions américaines et françaises, vivre heureux, c'est vivre avec autrui, vivre avec ses semblables, dans un rapport d'égalité qui permet de construire un espace du commun. Alors, en même temps, comme vous allez voir, le bonheur devient du coup objet de gouvernement, il devient même celui légitime, le gouvernement. Parce qu'il est clair que, puisque c'est un droit inaliénable, comme le droit de vie ou le droit d'être libre, s'il n'est pas respecté ce droit, vous pouvez renverser le gouvernement. Et dans la Constitution américaine, c'est une évidence. Le gouvernement n'est légitime qu'à condition qu'il accorde le bonheur au peuple. Sauf, et c'est un point très important qu'avait remarqué Hannah Arendt, sauf qu'il y a quelque chose qui chute entre, je dirais, le début et la fin de l'écriture des textes, c'est qu'on va passer du bonheur commun, du bonheur public, au bonheur tout court. Et donc ce qui va chuter, juste y compris dans l'écriture, vous voyez, ce qui va tomber, c'est
l'adjectif qui vient qualifier le bonheur et lui donner un statut à la fois ontologique et politique. C'est-à-dire que, en gros, et c'est là où ça se gâte, vous l'avez compris, c'est là où ça se gâte, parce que, en gros, le politique doit vous donner les conditions de fait de réaliser votre bonheur, mais c'est pas la même chose de vous donner les conditions de réaliser votre bonheur comme, je dirais, le moyen de jouir, de survivre matériellement, etc. Protection, sécurité, soins, tout ce que vous voulez. Et puis, le bonheur commun, le bonheur politique, qui est que le gouvernement doit vous donner en quelque sorte les moyens politiques d'avoir vous-même une participation à l'espace du politique. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, donc je ne vais pas être trop long. Ce que j'essaie de montrer, si vous voulez, dans l'ouvrage, c'est que on va justement passer toujours plus d'une conception d'un bonheur politique commun à quelque chose qui est du côté d'une jouissance produite par une adhésion de l'individu à des techniques qui lui promettent, en quelque sorte, qu'il va y trouver son pied. C'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, vous voyez, de plus en plus techniciser, on va dire, le comportement, l'âme, l'intimité, tout ce que vous voulez, comme moyen d'offrir. Alors, j'en dirai un peu tout à l'heure, mais encore juste un petit peu, si vous voulez, juste un petit peu avancer. Avant, bon, je vais laisser tomber un certain nombre de choses. Pour ne pas être trop long. Comment? Hein? Oui, non, bien sûr, pour que vous puissiez. Vous voyez, on va donc de plus en plus vers quelque chose qui va être le passage d'une construction de l'espace politique vers l'égoïsme de masse. Et donc, l'égoïsme de masse comme quelque chose qui va faire objection à la fois au bonheur singulier, comme par exemple Camus parle de l'accord avec soi-même, ou de l'accord avec la nature, ou de l'accord avec le sensible, hein, et en même temps, quelque chose qui est du côté, si vous voulez, d'une privation du politique. Et le bonheur est le bonheur privé, mais privé au sens du terme. À la fois l'espace privé, et puis privé de son rapport au politique, de son rapport à l'autre. Vous avez une phrase très intéressante d'Hannah Arendt qui marque cette fracture entre la culture antique du bonheur, ou les résurgences pathologiques, Camus, Nietzsche, etc., et puis la conception moderne. Elle écrit que la passion peut se faire, par exemple, d'une meilleure place pour vivre dans un monde meilleur. Cette passion, je cite Hannah Arendt, a modifié le monde, mais également eu pour conséquence qu'au cours de ce processus d'amélioration, tout le monde oubliait ce que Dolheim veut dire. En gros, on a amélioré les conditions matérielles de vie, mais on ne sait plus ce que vivre veut dire. Et elle ajoute, ainsi les Américains vivent-ils effectivement dans le meilleur des mondes possibles, tout en ayant perdu la vie elle-même. Elle ajoute, c'est un enfer, c'est un texte de 1950.